Journée morte pour les avocats aujourd'hui. Ils étaient rassemblés ce matin devant les palais de justice de l'archipel pour protester contre la réforme de la justice. Ils l'estiment bien en deçà des besoins et des attentes de nos concitoyens. Le bâtonnier de Guadeloupe, Bernard Pancrel, sera l'invité de ce journal. Et à Cap-Estarbello, les travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable se poursuivent. Une opération entamée il y a déjà 3 ans par le département. Un investissement capital pour résoudre le problème de la distribution de l'eau en Guadeloupe. Tourisme, quels sont les chiffres de 2017? D'où viennent ceux qui visitent notre archipel et quelles sont leurs habitudes? L'Observatoire régional du tourisme a livré ses dernières études cet après-midi. L'analyse d'Anne-Elisabeth Artsen est à venir. Et en fin de journée, plaisir gustatif, nous irons chez Fauvette, une institution à Sainte-Anne. Son restaurant spécialisé dans la préparation de bokit est même répertorié dans le guide du routard. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, alors même que certains annoncent que l'échouage des sargasses risque de ruiner la saison touristique. Voilà que les derniers chiffres du tourisme viennent encourager les professionnels du secteur. Publiés cet après-midi même par l'Observatoire régional du tourisme, les chiffres du tourisme 2017-2018 confirment une embellie pour la destination Guadeloupe. L'analyse d'Anne-Elisabeth Artsen. Avec 649 891 touristes de séjour en 2017, notre archipel connaît une augmentation significative de l'activité touristique. La Guadeloupe est donc une destination loisirs et vacances pour 56% d'entre eux. 47% de ces touristes ont ainsi résidé à Gosier, Sainte-Anne ou encore Saint-François pour une durée moyenne de séjour de 15 jours et un budget avoisinant les 1050 €. Avec un taux de satisfaction des visiteurs de 99%, la destination attire, notamment grâce à ses plages attractives et ses 77% d'activités effectuées durant le séjour, contre 31% pour les rivières et 23% pour les aquariums ou les parcs zoologiques. 7 visiteurs sur 10 résident en France hexagonale, soit 6 points de plus qu'en 2016. Cette augmentation s'est cependant faite au détriment de la clientèle venant de Martinique, moins 3 points, de la Guyane ou encore des autres îles caribéennes. Par ailleurs, la part de la clientèle nord-américaine se maintient à 6%, soit plus 1 point, confirmant ainsi le tout nouvel engouement des Américains pour notre destination Guadeloupe. Et ce matin, Rijalton présidait la plénière du Conseil communautaire de Cap Excellence. 24 points ont été abordés, notamment la politique d'investissement pour poursuivre l'équipement du territoire en matière d'eau potable. Le point avec Yvan Lemar. Pour ce conseil communautaire de Cap Excellence, 4 grands thèmes étaient à l'ordre du jour. Affaires générales, affaires financières, affaires relatives à l'investissement et affaires relatives à la gestion de l'eau. Les comptes administratifs 2017 ont été approuvés. Au niveau de nos 5 budgets, budget principal, le budget de l'eau, annexe de l'eau, le budget annexe de Centre culture de Sonis, le budget annexe de l'assainissement et celui de l'environnement, nous avons au niveau du compte de gestion, les 5 comptes de gestion qui sont en excédent et également de 7 millions d'euros cumulés les 5 ans. Et concernant le compte administratif de ces 5 comptes, 5 budgets qui sont également en excédent. Malgré la diminution depuis 2014 de plusieurs millions d'euros des dotations accordées par l'État. Le budget primitif 2018 a aussi été présenté. Il est estimé à 196,9 millions d'euros avec des priorités budgétaires. Et les priorités, je l'ai dit, c'est le centre des arts, 18 millions d'euros de travaux pour terminer. C'est le plan d'urgence sur l'eau, où il y a une quote-part à donner dans lequel le Cap Excellence va s'investir, puisque nous avons 2 ans pour 61 millions d'euros de travaux sur l'ensemble de la Guadeloupe. Éminemment sur Cap Excellence, il y a à peu près 22 millions d'euros de travaux sur Cap Excellence, aussi bien dans les grands fonds, pour amener l'eau dans les hauteurs, notamment certains quartiers des grands fonds, supprimer en tout cas les tours d'eau, et pour également sur Bémao, avec le réservoir de Budan que nous sommes en train de rénover, qui va être livré au courant mai. On va investir également sur l'assainissement, pour les eaux usées, etc. Investir pour l'économie, pour nos zones d'activité économique, pour qu'elles puissent être rénovées, consolider les emplois existants, créer de nouveaux emplois, favoriser l'activité généralement des entreprises, qui crée un générateur de croissance. Durant ce conseil communautaire, un nouveau programme de renouvellement urbain a aussi été adopté. Il concernera Vieux-Bourg et les Lauriers pour les Abîmes, le sud-est de Pointe-à-Pitre et des quartiers de Veille de Bémao.
Et il constitue un enjeu majeur pour l'acheminement de l'eau potable dans les robinets en Guadeloupe. Le réseau de Capesterre-Belle-Eau, connu pour avoir de nombreuses fuites, est en cours de renouvellement. Des travaux qui ont été entamés il y a déjà 3 ans par le département. Reportage Karen Diamin, Patrick Curie, Moïse Dexter. Depuis bientôt 3 ans, le département s'est engagé à la réfection de 4 km de réseau sur la commune de Capesterre-Belle-Eau. La deuxième phase se poursuit dans les meilleures conditions, comme à Routier, où les travaux ont débuté ce lundi. Nous avons 750 mètres de canalisation à changer à Routier. Il est vrai que nous allons encore continuer. Bon, les travaux ont commencé à Routier. Ceci pourquoi? Pour, premièrement, changer les réseaux qui sont plus d'actualité, donc en PVC, en amiante ciment. Mais vous savez aussi pour diminuer les fuites. C'est surtout ça le problème, c'est de diminuer les fuites et de rendre les branchements opérationnels. Ici, dans ce quartier de Bananier, où les canalisations fuyaient abondamment, des travaux de réfection ont également été entrepris. Concernant Bananier, c'est 360 mètres de réseau aussi que nous changeons parce qu'il y a une grosse fuite et donc les tuyaux en PVC, en amiante ciment. Donc tout ça pour diminuer le nombre de fuites et surtout pour que la population de Capesterre et de Bananier particulièrement, quand vous me posez la question, retrouve l'eau dans les robinets. Parce que nous ne pouvons plus accepter que l'eau se trouve à Capesterre et que nous n'avons pas d'eau dans nos robinets. Le 1er février dernier, la phase 3 du plan d'urgence de l'eau potable a été signée pour un montant de 71 millions d'euros, dont 20 millions apportés par le conseil départemental, qui ainsi permettront entre autres la réfection des réseaux dans la commune de Capesterre-Belle-Eau. Et en bref, maintenant, le projet de label zéro chlordécone se concrétise en Martinique. Le président du parc naturel s'est entretenu avec le préfet cet après-midi qui a finalement accepté de mettre en place ce projet. Il s'agissait pour eux de discuter des modalités que pourrait prendre la formule pour rassurer la population. Je vous rappelle qu'il s'agira d'une démarche pour valoriser les produits, les fruits et légumes locaux qui ne contiennent pas la molécule chlordécone grâce à une procédure de marquage, mais nous y reviendrons dans notre édition, bien entendu. Et puis maintenant, cette question de société. Les conditions d'emploi en Guadeloupe sont moins favorables aux femmes qu'aux hommes, mais la mixité professionnelle est assez forte et les inégalités salariales entre les deux genres sont parmi les plus faibles des régions françaises. C'est ce que révèle en tout cas la dernière étude de l'IEDOM publiée au mois de mars. L'analyse tout de suite de Linda Kayarsi. Compte tenu de la surreprésentation des familles monoparentales, l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes Guadeloupéennes est significativement retardée par rapport aux jeunes Guadeloupéens. En outre, les filles sont davantage scolarisées dans l'archipel, comme dans la plupart des régions françaises, à l'exception de la Guyane. En ce qui concerne le chômage, les Guadeloupéennes sont davantage exposées. Le taux de chômage est de 58% chez les jeunes femmes actives de moins de 25 ans. En Guadeloupe, les femmes privilégient fortement le statut professionnel des salariés par rapport aux hommes. Dans le contexte d'un chômage persistant, certaines femmes sont ainsi amenées, plus souvent que les hommes, à accepter des emplois faiblement qualifiés ou faiblement rémunérés, plutôt que de n'avoir aucun emploi. Pour les salariés, la répartition des femmes et des hommes peut être très différente selon les secteurs d'activité. L'emploi féminin se singularise par une proportion plus élevée de femmes en poste dans les secteurs de l'administration publique, l'enseignement, santé humaine et action sociale et des autres activités de service. Les Guadeloupéennes sont en moyenne mieux payées que les femmes résidant en France de province, y compris les DOM. De plus, la part des femmes parmi les employés est moins élevée qu'au niveau national. En 2015, en Guadeloupe, les femmes salariées du secteur privé et semi-privé gagnent en moyenne 11% de moins que les hommes salariés. Enfin, en Guadeloupe, il y a peu d'écart en matière d'emploi en CDI entre les hommes et les femmes. En outre, le taux d'emploi en CDI des femmes est le plus fort des territoires ultramarins. Il est proche de ceux de la Bretagne ou encore des Hauts-de-France. Et puis en Guadeloupe, peu nombreux ce matin, les avocats de la Guadeloupe étaient rassemblés ce matin devant le palais de Pointe-à-Pitre pour protester contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement. Une manifestation qui a été relayée à Basse-Terre et à Saint-Martin en soutien au mouvement de protestation nationale. Ils dénoncent un projet qui n'est pas à la hauteur des besoins et des attentes de nos concitoyens. Pour reprendre les mots de notre invité ce soir, le bâtonnier de la Guadeloupe, Maître Pancrel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Il n'y avait pas d'audience aujourd'hui. De façon concrète, que reprochez-vous à cette réforme de la justice voulue par le gouvernement? C'est une réforme qui manifestement va dans le sens de la déshumanisation de la justice et ça, on ne peut pas l'accepter dans la mesure où la justice est
La grande valeur de la justice, c'est l'humanité. La justice doit être humaine. Et pour cela, il faut des hommes en face des justiciables. Or, aujourd'hui, on constate, par exemple, qu'il manque plus de 20 fonctionnaires et greffiers pour contribuer à l'œuvre de justice. Et cela, ça rend cette œuvre-là particulièrement difficile à exercer tant pour les magistrats que pour les avocats, dans le sens où des décisions sont rendues en matière correctionnelle, par exemple, plus d'1 an après. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est un mouvement national, mais avez-vous déjà pu évaluer ce que donnerait cette loi si elle était appliquée, notamment pour la Guadeloupe? Alors, la loi est en pleine gestation, puisque au fur et à mesure des revendications des professionnels, que ce soit des magistrats ou des avocats, il y a des modifications, il y a un certain nombre d'amendements qui sont portés. Je vous preuve, par exemple, la saisie immobilière allait sortir du prétoire pour être confiée, par exemple, au notaire, ce qui n'était pas acceptable dans la mesure où, précisément, il faut que des juges puissent garantir cette perte de la propriété de cette personne qui a travaillé toute sa vie pour construire sa maison. Mais depuis des revendications aux dernières négociations, les juges et le tribunal et donc les avocats sont revenus au cœur du système de la saisie immobilière. Maître Pancrel, vous êtes bâtonnier de la Guadeloupe. Comment se porte la justice? La justice se porte mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, les moyens mis en œuvre, mis au service de la justice sont manifestement beaucoup en deçà de ce que ça devrait être. Je veux dire, j'aime prendre l'exemple des Charles Leclerc, qui pourrait construire 4 ou 5 tribunaux, eh bien, alors que vous construisez un Charles Leclerc qui peut aller au rebut sans jamais avoir servi. Voilà un exemple. Ça veut dire tout simplement que le pouvoir d'État a réduit la justice à une autorité, a réduit la justice à une espèce de dernière roue du carrosse dans l'architecture étatique. Et ça, ce n'est pas acceptable puisque précisément dans une démocratie, comme dans toute démocratie moderne, c'est la justice qui contribue à la paix sociale. La justice est au cœur du système démocratique. Vous avez tenu ce midi une assemblée générale. Quelles ont été les conclusions de cette assemblée? Alors, les conclusions, c'est que tout d'abord, nous allons sortir un livre blanc qui soit plus spécifique à la Guadeloupe pour nous dire qu'un certain nombre de choses nous manquent et nous manquent singulièrement pour rendre la justice. Pour dire également, par exemple, que dans le cadre de la réforme, la possibilité qui est laissée au chef de cour de spécialiser des juridictions, ce qui voudra dire que géographiquement, si on spécialise une juridiction à Basse-Terre, le justiciable qui doit faire connaître de sa cause et qui habite en Anse-Bertrand aura du mal. Or, la justice doit être au plus proche, au plus près de la population pour pouvoir être rendue utilement. Le gouvernement aurait cédé en tout cas sur certains amendements, aurait cédé à la pression des avocats et des greffiers. Est-ce que vous envisagez dans les prochains jours de vous mobiliser de nouveau? Mais tout d'abord le 17 et le 18 juillet. Le 18 juillet, c'est date 18 mai. C'est la 18 avril, pardon, plutôt le 18, c'est-à-dire dans 8 jours, le mercredi prochain, c'est la date du dépôt du projet de loi en Conseil des ministres. Et bien entendu, nous allons manifester, nous avons décidé la veille de ce dépôt, compte tenu du décalage horaire, la veille de ce dépôt du projet de loi, nationalement, il y aura des manifestations le 17, le 18 et le 19 avril prochain. Avec des répercussions également sur les plaidoiries? Absolument, bien entendu, une justice, une grève, un mouvement qui ne gêne personne n'est pas un mouvement. Merci Maître Pancrel d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous allons tout de suite en Guyane où un projet de loi prévoit de donner une amende à ceux qui consomment de la drogue, une amende de 300 €. Nous avons souhaité savoir ce qu'en pensent justement les autorités guyanaises, principalement concernées par ce fléau avec le système des mules. On regarde le reportage de Gaël Ouassim. Dirigeons-nous vers un assouplissement de la loi pour les consommateurs de cannabis? C'est la question qui peut se poser suite à la proposition de loi de la garde des Sceaux qui préconise la mise en place d'une amende forfaitaire pour les consommateurs de cannabis. Une mesure qui aurait l'avantage de fluidifier les procédures. Nous ne sommes pas opposés à cette mise en place d'une infraction contractuelle parce que ça permettra d'une manière ou d'une autre de désengorger un petit peu le niveau des procédures sous lesquelles les collègues croulent.
Et donc ça pourra éventuellement décharger un petit peu les collègues de toutes ces situations. Le fait de devoir payer une amende sera peut-être plus dissuasif que ce qui existe aujourd'hui, où bien souvent les procédures ensuite terminent par un rappel à la loi. Même son de cloche pour les équipes sur le terrain, qui verraient leur pouvoir de sanction renforcé. Enfin, c'est le policier du terrain qui est juge, qui est maître de son intervention. Donc à lui de juger effectivement s'il y a matière à poursuivre ou pas, s'il n'y a pas peut-être plus urgent sur le moment à traiter. Et puis ensuite, en fonction bien sûr des quantités, etc., on sera traité différemment et les sanctions seront aussi différentes. Les contrevenants s'exposent donc à des amendes pécuniaires et voient s'éloigner la menace d'une incarcération pour consommation de stupéfiants. Ça ne concernera que le cannabis et pas les autres drogues. Ce sera appliqué en Guyane comme ailleurs sur le territoire national. C'est-à-dire que nous relèverons une simple contravention aux usagers. Ce sera plus simple pour eux et au lieu de risquer 1 an de prison et 3 700 € d'amende, ils auront une amende fixe qui sera d'un montant, je pense, bien inférieur aux 3 700 €. Et ce sera beaucoup plus simple. Par contre, ça pourrait être répété à de nombreuses reprises. Donc ça peut faire à la fin des montants importants. La mise en application de cette loi serait prévue à l'orée du second semestre 2018. Et restez sur ATV Guadeloupe dans un instant, les enjeux de l'industrie 4.0. Et puis nous irons chez Fauvette à Sainte-Anne, très connu pour ses beaux kits. Depuis quelques années, le secteur de l'industrie est en mutation. Certains parlent même d'une 4e révolution industrielle avec l'arrivée d'Internet. Quels sont les enjeux de l'industrie connectée pour notre archipel? La Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe organisait ce matin une conférence sur ce sujet. Linda Kayarsi a pris des notes. La Guadeloupe en route vers le 4.0, c'est en ce sens que le rectorat et la CCI ont réuni ce matin des professionnels de l'industrie et ses futurs acteurs de ce secteur d'activité en plein essor. L'objectif, c'est de valoriser les métiers de l'industrie en général, notamment auprès du public scolaire, des élèves qui travaillent dans le domaine des sciences et techniques, de l'industrie et du développement durable. Alors, l'industrie connectée, pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Et nous devons résolument tourner notre économie vers cet avenir, puisque tous les jeunes, d'ores et déjà, utilisent ces nouvelles technologies. Et l'idée, c'est quel est le lien avec l'industrie? Je veux faire domoticien, donc aujourd'hui on a parlé de domotique, de réseau, de l'industrie 4.0, donc l'industrie qui commence à émerger en Guadeloupe. Donc c'est un sujet qui nous tient forcément à cœur parce que on est en plein dedans dans notre filière. Je compte aller travailler durant entre 3 et 5 ans pour mes études, pour ensuite espérer revenir en Guadeloupe et pouvoir faire évoluer mon île. Qui dit industrie 4.0 dit connexion au débit. L'opérateur historique s'associe à ce développement numérique sur l'ensemble de notre territoire. Fournir les réseaux, principalement avec de la fibre optique, qui permettent justement d'être connectés. À ce sujet-là, il y a aujourd'hui un plan de déploiement de la fibre optique. Une partie est réalisée par Orange sur ce qu'on va dire ses fonds propres. Orange investit pour la Guadeloupe plusieurs millions d'euros de manière à ce que notre Guadeloupe soit connectée au reste du monde, ce qui est déjà le cas aujourd'hui mais qui doit continuer à se déployer. Pour passer au 4.0, il y a déjà une première étape qui est ce qu'on appelle la transition ou la transformation digitale des entreprises. Ça aujourd'hui, pas mal d'entreprises en Guadeloupe ont commencé ce chemin-là. Il faut aussi que nous ayons, et c'est l'une des raisons pour laquelle on est ici aujourd'hui, nous ayons des jeunes qui soient sur ces nouveaux métiers, sur ce qui est en train d'arriver, sur ces nouveaux métiers qui vont permettre à l'entreprise donc d'être en visibilité sur le net et sur la numérisation, de manière à ce qu'ils puissent vendre tous leurs produits en Guadeloupe, mais aussi ailleurs. Ces rencontres intergénérationnelles ont donc lieu chaque année dans le cadre de la Semaine de l'Industrie et visent donc à valoriser toutes ces filières guadeloupéennes pour favoriser le développement économique et susciter de nouvelles vocations. Et puis en Martinique, le projet Nemo est sérieusement compromis. La société Aquo Énergie, à l'origine du programme qui vise à produire de l'énergie avec de l'eau de mer, a annoncé le gel justement du projet. Une semaine tout juste après la motion de refus des élus de la collectivité de Martinique. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Voici le plan d'eau destiné à Nemo. Dès son annonce, ce projet a suscité la réaction houleuse des marins-pêcheurs. Il y a qui la met, toute bagaille sans la mer, l'eau sale sans la mer, toute bagaille nous fatigués puis ça. Nous qui côté pêcheur qui pêche actuellement. Nous va aller loin, nous va pas prendre poisson.
Je te dis qu'il faut nous pilons pour nous prendre plus de poissons, Pani. Actuellement, je les mettais 280 tonnes d'ammoniac en de l'eau. L'ammoniac, c'est l'acide d'après moi. Si on met des salades en mer, il y a un problème. Il y a toujours un cyclone, il y a toujours un... Si ça échoue là, et puis ça défonce, nous finissons. Par arrêter poisson, tout poisson mort, c'est l'acide, les savoir puis la mer, nous finissons. Une expérimentation industrielle pour laquelle la Martinique devait servir de cobaye. Quand on regardait qu'il s'agissait d'une expérience et qu'elle se faisait sur le territoire de la Martinique, mais que c'était une expérience dangereuse, c'était là encore quelque chose d'incroyable. 450 millions d'euros pour une production de 10 mégawatts jugée faible. Le 4 avril dernier, des élus de la CTM montaient eux aussi au créneau, demandant l'arrêt immédiat et définitif du projet. Les élus de la Martinique ont décidé effectivement de prendre une motion pour qu'on puisse renoncer, arrêter ce projet. Ajouter à cela d'autres contraintes, comme le gel de l'opération par Naval Énergie ou l'impossibilité de respecter le calendrier prévu. À ce stade, le projet Nemo semble bien proche de tomber à l'eau. Et puis parlons culture maintenant. D'ici demain, le Memorial Act devra céder au nouveau lauréat du prix du musée du Conseil de l'Europe 2017 sa statuette de Juan Miró, la femme au beau sein. Une récompense qui lui avait été attribuée l'an passé pour son importante contribution à la connaissance du patrimoine culturel européen. L'occasion pour nous de nous intéresser en tout cas à l'impact qu'a pu avoir ce prix pour le musée, pour le Memorial Act. On écoute le bilan qu'a dressé Jacques Martial, des propos recueillis par Yvan Lemar. Bilan extrêmement positif, d'abord énormément de visibilité, une reconnaissance à l'échelle internationale européenne de notre institution, du travail qui a été réalisé par les concepteurs et puis tous ceux qui au quotidien accompagnent la vie du Memorial Act. Donc c'est vraiment extrêmement positif, des mises en relation, des mises en contact, c'est tout cela. Ce prix, c'est reconnaître la qualité du Memorial Act, la qualité muséale ou en tant que centre d'interprétation, donc de l'intuition, du travail qui a été réalisé par toutes les équipes, des concepteurs, des architectes, des entreprises guadeloupéennes qui l'ont construit, et puis également son opportunité, c'est-à-dire son importance aujourd'hui. C'est maintenant qu'on a besoin d'un tel outil, d'un tel instrument. Et vous avez peut-être déjà mangé chez Fauvette un bokit ou encore un nagoulou, son restaurant à Pignon-sur-Rue dans le centre-ville de Sainte-Anne. La restauratrice passionnée soigne ses clients petits oignons depuis 10 ans. Ce cuit lui vaut d'être bien connu et surtout répertorié dans le guide du routard. Léna Kayarsi est allée à sa rencontre. On regarde. Il est à peine 10 heures et Fauvette s'affaire déjà en cuisine pour gérer le coup de feu de midi. D'abord, je suis couturière. Une couturière qui s'en sortait plus, puisque bon, les gens maintenant, ils vont acheter des trucs pas chers et tout, et puis ils veulent avoir du sur-mesure, rien de coup, quoi. Alors j'ai dit, bon, laisse tomber. Vers 2008-2009, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'avais quelqu'un que je connaissais qui faisait des bokits, j'ai fait avec lui pendant quelques temps des bokits au raisin clair. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas ce truc-là? Il m'avait dit, mais non, tu vas pas y arriver, c'est pas évident et tout. J'ai dit, si, je vais y arriver. Fauvette transforme alors son atelier couture en restaurant et en 10 ans, elle s'est construite une solide réputation. Moi, je dis dans la vie, si on veut quelque chose, on y arrive. Surtout si on le fait avec amour. Et moi, si par exemple un client fait me dire que oui, le bouquet, ça, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ça m'étonne. Il y a un truc qui n'allait pas. Ben, je suis obligée d'offrir, je lui offre un autre bouquet. J'ai dit, regardez. Elle m'a dit, ah ben oui, non, ben, il ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là, si c'est l'ingrédient que j'avais mis qui n'allait pas, mais j'essaie toujours que la personne soit satisfaite. Ici, tout est fait maison, de quoi ravir les papilles. Eh ben, c'est que je fais un bouquet qui n'est pas gras déjà d'une, voilà, et puis une pâte assez onctueuse, quoi. C'est pas gras, c'est bon, les gens ils aiment, et les ingrédients surtout à ce que je mets à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des ingrédients secrets? Tout à fait, je ne vais pas vous les dire. Voilà, c'est surtout au niveau de la pâte. Le truc, c'est au niveau de la pâte et au niveau de la façon de faire. Parce que le bokit en elle-même, si il y a des gens qui vont trouver un bokit bon, mais si après que vous mangez le bokit et après vous sentez que vous avez du gras qui remonte, c'est pas bon ça. Chez Fauvette, on est comme à la maison. Sa petite casse créole, en plein bourg de Sainte-Anne, se veut convivial. Regardez le plafond, vous allez rigoler puisque
Au départ, quand je suis rentrée là, ils avaient mis il y avait des trucs là, comment on appelle ça encore? Des sortes de... Oh zut. Du faux plafond? Ouais, du faux plafond en machin, en liège, qui était mis. Et comme ça faisait un peu sale, c'était déjà presque, c'était pas bon quoi. Et il y avait des trucs de colle, alors je me suis mis à faire des ronds blancs. Voilà, pour cacher la colle. Ils voient comment je prépare mes trucs, ils me disent, ah c'est propre, c'est bien, vous voyez, ils voient. Ça leur plaît aussi quoi, ça les attire plus de voir quelqu'un qui est derrière un truc, c'est caché, là ils voient pas ce qui se passe. Là ils voient ce qui se passe. Ils vont en direct ce qui se passe alors, ça plaît beaucoup aussi. 11h30, les premières commandes sont passées, il est déjà temps de goûter aux délices saint-anais. Et nous ne sommes pas les seuls à succomber. Il n'y a pas à dire, Fauvette sait bien séduire et fidéliser sa clientèle. Et puis demain, le président Emmanuel Macron s'entretiendra avec Jean-Pierre Pernaut dans une édition spéciale diffusée sur TF1. Un entretien qui sera retransmis en direct sur ATV Guadeloupe demain dès 7h. Il s'exprimera sur les sujets de la vie quotidienne des Français et sur les conflits sociaux qui agitent la France en ce moment. C'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez les communes de Capesterre-Belle-Eau et puis Les Saintes, les coupures sont prévues chez vous demain soir à 18h avec un retour à la normale le lendemain à 6h. L'équipe d'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain face à l'Hyper Casino à Desmarais à Basse-Terre toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 11 avril. Nous l'avons vu ce soir, journée morte pour les avocats. Pas de plaidoirie, pas d'audience. Ils étaient rassemblés ce matin devant les palais de justice de l'archipel pour protester contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement qu'ils estiment en deçà des attentes de nos concitoyens. Et puis à Capesterre-Belle-Eau, les travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable se poursuivent. Une opération entamée il y a déjà 3 ans par le département. Un investissement qui permettra en tout cas de résoudre le problème de l'acheminement de l'eau potable en Guadeloupe. Et puis tourisme, quels sont les chiffres de 2017 ? L'Observatoire régional du tourisme a livré ses dernières études cet après-midi. Elles font état d'une embellie pour la destination Guadeloupe avec une augmentation des touristes venus des États-Unis. Et puis nous sommes allés ce soir chez Fauvette, une institution à Sainte-Anne, son restaurant spécialisé dans la préparation de bokit et même répertorié dans le guide du routard. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.